Bonjour, bienvenue sur le nouveau programme de podcast du CR 451 que nous avons baptisé de manière un peu provocatrice et peut-être nostalgique d'ailleurs, DST. Alors DST, non, c'est pas la direction de la surveillance du territoire, à l'époque où le contre-espionnage montrait les dents, mais c'est aujourd'hui, disons, 3 mots qui me semblent d'actualité et on va, pour le premier sujet, prendre justement un cas qui ne manque pas de sel, comme on dit. Donc les 3 mots sont les suivants: danger, sursaut, transmission. Alors c'est pratiquement, j'irais, une feuille de route. Danger, signaler un danger. Sursaut, c'est de pas rester passif devant le danger. Transmission, c'est d'en parler, d'essayer de le décrypter, d'essayer de l'analyser à partir des sources ouvertes, à partir des éléments d'information qu'on peut recueillir. Pour ce premier numéro, on a choisi, et c'est pas un hasard, une affaire pour le moins stupéfiante, qui est cette fameuse interception par les services russes de 38 minutes de dialogue entre 4 officiers de l'armée allemande sur une opération en cours de préparation qui aurait pour objectif d'aider les Ukrainiens à frapper des cibles en Ukraine occupée par les Russes selon les Ukrainiens, c'est-à-dire soit ce fameux pont de Kerch qui relie à la Crimée et qui a déjà été touché par un attentat suicide mené par les services ukrainiens. Alors, cette affaire soulève plus de questions qu'il n'y paraît. Au départ, on peut considérer que c'est une énorme erreur de fonctionnement de l'armée allemande dans la protection de ses communications sensibles. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Et dans un premier temps, nous allons d'abord évoquer les faits, et Arnaud de Morny, qui est en face de moi, va justement le faire. Et dans un second temps, nous allons évoquer les problèmes qui me semblent importants et dont il est absolument vital de débattre par rapport à la forme que prend en ce moment le débat sur la guerre en Ukraine. Arnaud. Alors quels sont les faits ? Donc vendredi 1er mars, Madame Simonian, qui est la directrice de la chaîne Russia Today, qui est une chaîne russe, a mis en ligne un enregistrement de 38 minutes, enregistrement dans lequel nous pouvons entendre 4 officiers supérieurs allemands qui évoquent diverses hypothèses stratégiques lors d'une réunion préparatoire à un briefing qui sera fait ultérieurement devant le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius. Dans cette série d'hypothèses, une en particulier est fortement détaillée, c'est l'hypothèse d'une livraison à l'Ukraine de missiles Taurus, qui sont des missiles à longue portée. C'est donc un armement très élaboré, armement par rapport auquel les gouvernements européens ont longuement hésité avant de passer à l'acte et de les livrer aux Ukrainiens. Pour l'instant, le gouvernement allemand, par la voix de son chancelier, a refusé de livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine pour limiter les risques d'être considérés par la Russie comme étant co-belligérants. Petit détail très important. Alors ces missiles Taurus, dans leur nom de code Taurus KEPD 350, sont des missiles air-sol, c'est-à-dire que ce sont des missiles qui sont emportés sur des avions, largués par des avions et après téléguidés par un système très sophistiqué à distance pour les corrections de tir en cours de vol. Et là, on revient sur la fameuse discussion entre les 4 officiers allemands, puisque visiblement, les Ukrainiens n'ont pas encore la maîtrise technique totale de l'usage de telles armes contre les Russes, et il leur faut une aide extérieure, et là, on parle bien d'une aide allemande. Une aide allemande, puisque comme ce sont des missiles qui sont embarqués sur des avions, eh bien, il faut que les avions soient en capacité d'embarquer ces missiles, donc ils doivent être modifiés. En plus, ce sont des missiles longue portée, donc d'une portée supérieure à 500 km, et qui emportent des systèmes furtifs particulièrement développés. Donc pour éviter d'être
détectés par les radars. À ce jour, selon les diverses sources médiatiques européennes qui traitent l'affaire, ont été reconnus comme participants à cette visioconférence de 38 minutes le général Ingo Gerhards, qui est le chef de l'armée de l'air allemande, le général Franz Graffe, qui est un autre officier général de l'armée de l'air allemande, et deux autres personnes, messieurs Fensk et Froestette, qui sont des employés du centre de commandement des opérations aériennes et spatiales de la Bundeswehr. Samedi, le lendemain, le gouvernement fédéral allemand a authentifié le contenu de cet enregistrement. Cette conversation préparatoire à une réunion avec... Alors, attends. Ce que tu viens de dire, c'est énorme. C'est-à-dire que le gouvernement allemand admet officiellement que le contenu de ces 38 minutes a bien existé, qu'il est le fait de 4 militaires allemands et que le sujet abordé à l'intérieur de ces 38 minutes est bien conforme au scandale qui vient d'éclater, c'est-à-dire la révélation qu'une opération était en cours de préparation. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire c'est excessivement rare qu'un gouvernement en arrive à admettre un tel fait pour que le gouvernement allemand reconnaisse officiellement que cet événement a bien eu lieu. Ça veut dire qu'il est d'abord certain que les services russes ont la matière première originale, qu'ils peuvent la diffuser, et surtout pas que les services russes, c'est-à-dire que c'est devenu non plus un problème d'informations qui fuitent sans qu'on sache trop si c'est vrai, si c'est pas faux, si c'est manipulé ou non, mais c'est devenu officiellement, je le répète, la reconnaissance d'une faille dans le système militaire allemand sur un sujet ultra sensible qui mêle les intérêts de deux pays, d'un côté l'Allemagne, de l'autre l'Ukraine. Oui, ils reconnaissent, l'existence de cette réunion, deux, l'identité des participants et le contenu de l'échange. Cette réunion à distance, cette visioconférence à distance aurait eu lieu sur la plateforme Webex. Et donc ce n'est pas le système de communication cryptée de l'armée allemande ou du ministère de la Défense qui a été utilisé. Et Webex, c'est quoi comme firme d'ailleurs ? Précisons au passage. C'est une firme franco-américaine, c'est ça ? C'est ça. Tiens. Alors Webex est une plateforme qui dépend de Cisco Systems. Et Cisco Systems, ça appartient à qui ? Cisco Systems, qui est une entreprise à capitaux essentiellement américains. Alors ça aussi, c'est une information intéressante, c'est-à-dire que cette plateforme, qui est quand même fortement au cœur du scandale, c'est une plateforme où on constate que c'est de la technologie américaine cyber qui l'a fait fonctionner. Absolument. Dont acte. Continue Arnaud. Cette réunion évoque plusieurs hypothèses, en particulier l'hypothèse de livraison des missiles Taurus, donc à longue portée et furtifs, afin de détruire un certain nombre de cibles russes dans le conflit russo-ukrainien, soit des dépôts de munitions, soit le pont de Kerch. Cet enregistrement pose des questions de nature différente, sur le fond et sur les modalités. Donc sur le fond, on a une hypothèse où des généraux allemands préparent la participation à une opération militaire de l'Allemagne qui pourrait transformer l'Allemagne de soutien logistique à l'Ukraine à co-belligérant contre la Russie, et donc par là même pourrait engager, par l'effet de solidarité des traités de défense européens, l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, sans pour autant, semble-t-il, que ceux-ci aient été mis au courant. Et en remettant d'ailleurs en cause un traité qui a été signé entre l'Allemagne et la Russie en 1990, qui est le traité de Moscou. Qui est le traité de Moscou, où l'Allemagne s'engageait, à l'époque en tout cas, à ne pas agresser ou avoir de manœuvres agressives envers la Russie. Voilà, c'était bien de le rappeler. Premier élément, c'est l'Allemagne,
envisage-t-elle de faire courir un risque majeur à la sécurité de l'ensemble de l'Union européenne, sans que ces pays soient informés? Deuxième élément, eh bien c'est quand même la question de pourquoi l'armée allemande et comment l'armée allemande peut-elle se faire espionner par des services étrangers, des services russes ou des journalistes étrangers, si on ne prend pas en compte l'hypothèse des services russes, ce qui est quand même peu probable. Donc le gouvernement allemand évoque 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'un micro aurait été placé dans la chambre du général Graf à Singapour. La deuxième hypothèse, c'est qu'un tiers non identifié aurait participé à la visioconférence en ayant accès aux liens d'invitation ou au code de connexion. Ce qui est quand même gravissime, hein. C'est-à-dire que 4 personnes qui se parleraient, je parle de la seconde hypothèse, hein, et qu'elles ne voient pas un 5e qui subrepticement se mêle, non pas à la conversation, mais soit un intrus dans cette communication qui est quand même très importante et qui devrait être hautement confidentielle. C'est un peu étrange, mais enfin bon, continue. Disons qu'avec le télétravail et la crise sanitaire, on a tous été conduits à utiliser... Oui, bien sûr. Et donc, quand on a quelqu'un en plus ou en moins dans une conversation, parmi la liste des participants, on a toujours des petites notifications qui apparaissent. Pif, attention, un agent russe. Donc, c'est une hypothèse quand même assez originale. Donc la troisième hypothèse, c'est une faille de sécurité dans la plateforme elle-même. Donc à voir, plateforme qui n'est pas une plateforme militaire. Quatrième hypothèse, eh bien il existerait une taupe, un agent infiltré des services de renseignement russes dans l'armée allemande. Ce qui ne serait pas la première fois d'ailleurs. Disons que vu la proximité entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, je me suis toujours demandé si l'armée allemande n'avait pas été l'armée qui avait été la plus infiltrée par des agents étrangers. Et on peut le comprendre, vu ce qui s'est passé durant la guerre froide et vu l'enjeu que représentait la République fédérale allemande au milieu du théâtre européen dans le cadre des rivalités Est-Ouest. Absolument. Puis il y avait déjà des enjeux nucléaires. On est bien d'accord. Cette affaire, qui est particulièrement grave, comme vient de nous le signaler Arnaud, nous amène à plusieurs commentaires. Le premier commentaire, c'est nous interroger sur le sérieux des démarches entreprises au niveau de certains États membres de l'Union européenne, et non des moindres, là on parle de l'Allemagne, à propos de l'usage d'un armement militaire sur un théâtre d'opération étranger, qui plus est, un pays nucléaire. Car là, visiblement, la présence de l'assistance allemande à la mise en œuvre de tels missiles n'est pas simplement un accompagnement technique fait à partir du sol allemand, mais à partir du sol ukrainien et avec une proximité dans la définition de l'objectif, du suivi de toutes les modalités pour atteindre la cible et donc, on pourrait dire, de la complicité entre l'aide technique allemande et l'accomplissement par l'armée ukrainienne, très fort. Ces différents éléments, donc, interpellent. Ils interpellent parce qu'on est pratiquement dans un engagement de nature militaire de la part d'un pays européen contre la Russie. Deuxième commentaire, on peut s'interroger aussi sur le fonctionnement même de l'armée allemande. Sur la question de ce type d'erreur, quelle est la mémoire actuelle de la Bundeswehr ? Rappelons quand même qu'une des principales erreurs commises durant la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande, par la Wehrmacht, donc l'ancêtre de la Bundeswehr, c'est d'avoir cru qu'un système de cryptage par le biais d'une machine qu'on appelait à l'époque la machine Enigma était impénétrable et que les
ennemis de l'Allemagne, à l'époque, ne pouvaient pas avoir accès aux informations qui étaient véhiculées grâce au cryptage de cette fameuse machine Enigma. Il n'en a rien été. Les Polonais, puis les Français et enfin les Britanniques ont su briser les secrets de la machine et utiliser avec la plus grande efficacité les informations qu'ils lisaient en clair après avoir décodé les messages sur toute une partie de l'activité de l'armée de terre allemande, de l'armée de l'air et aussi de la marine. Ce qui veut dire très clairement que, notamment au moment du débarquement, les Britanniques ont pu largement intoxiquer les Allemands pour les tromper sur les lieux de débarquement parce qu'ils étaient au courant d'une importante quantité d'informations véhiculées par le biais de cette machine. Donc il y a un cas d'école qui aurait dû figurer dans la mémoire de cette armée allemande actuelle, à savoir qu'ils avaient déjà été victimes d'une fuite informationnelle qui était due à l'époque à la manière dont leurs ennemis s'étaient emparés d'un savoir-faire qui leur semblait absolument inaccessible. Visiblement, en 2024, la Bundeswehr n'a pas gardé en mémoire ce défaut dans la cuirasse qui était celui de la vieille armée allemande précédente, donc de la Wehrmacht, et on peut considérer qu'à ce titre-là, c'est une erreur importante. Deuxième erreur importante, comment expliquer la manière dont se comportent des officiers allemands sur un dossier aussi sensible, dont la pertinence donc laisse très fortement à désirer. Comment, en effet, peut-on se faire identifier par les services de renseignement russes qui ont récupéré des éléments de discussion par une manière encore à préciser, mais qui donnent une image catastrophique du fonctionnement sécuritaire de l'armée allemande. Car si une telle erreur a eu lieu cette fois-ci, qu'en est-il d'autres erreurs précédentes? Et on peut même se poser la question d'autres erreurs à venir. Les incohérences dans l'organisation d'une réunion très sensible de ce type montrent de manière assez explicite qu'il y a un problème, non seulement au niveau du fonctionnement de l'armée allemande, mais aussi dans la relation entre le pouvoir politique allemand et certains représentants de cette armée allemande. Car on peut s'étonner sur la communication même du chancelier de l'Allemagne, M. Olaf Scholz, qui, sur une telle erreur, émet un communiqué qui ne correspond pas à l'erreur elle-même. En gros, il s'étonnerait presque de ce geste hostile de la part des services russes d'avoir intercepté une telle communication et de l'avoir rendue publique. Le problème n'est pas là. Le problème est bien l'erreur commise par l'armée allemande. Et si les services russes ont réussi à capter le contenu de cette communication, cela démontre bien qu'il y a un problème majeur au sein même de l'organisation de l'État allemand. Alors certes, le chancelier allemand précise qu'il va y avoir une enquête approfondie du contre-espionnage militaire, mais le mal est fait, et surtout, répétons-le, le problème n'est pas tellement le dysfonctionnement, c'est un problème, mais en ordre de grandeur, le problème bien plus grave, c'est qu'il révèle une complicité entre l'Allemagne et l'Ukraine sur des aspects opérationnels de la conduite de cette guerre qui montrent, et ça c'est très très grave, que l'Allemagne, en reconnaissant que la conversation n'est pas de la désinformation mais réelle, l'Allemagne démontre qu'une telle initiative s'est faite dans le dos de la population allemande, sans passage devant le Bundestag, pour au moins obtenir
un feu vert, entre guillemets, démocratique sur la manière dont l'État allemand peut se comporter par rapport à l'Ukraine dans son soutien, qui n'est pas simplement dans ce cas-là un soutien purement logistique, mais dans un soutien d'aide opérationnelle à la conduite de la guerre que Kiev mène contre Moscou. Et là, nous sommes dans un périmètre hautement sensible qui ne s'arrête pas simplement à la question du soutien logistique de l'Ukraine, mais aussi à l'officialisation d'une forme de co-belligérance dans la mesure où, à partir du moment où des officiers allemands donnent une aide décisive à des militaires ukrainiens pour mener une opération militaire, que ce soit la destruction d'un pont ou de toute autre cible, il y a là, effectivement, un fait particulièrement grave qui ne peut pas sortir d'un processus de décision dit démocratique, car je crois qu'on nous le répète jamais assez, l'Europe, c'est la démocratie, et la démocratie a des règles. La dernière erreur que je signale au passage, c'est que sur le terrain de la guerre de l'information, c'est une défaite allemande, mais aussi européenne, particulièrement significative. C'est-à-dire qu'on a donné là aux Russes un os à ronger qu'ils vont, bien entendu, utiliser à bon escient pour leurs propres intérêts. Et c'est un élément de plus sur la manière dont les Européens tentent, avec beaucoup de maladresse, de cacher certaines actions en faveur de l'Ukraine. Et des actions qui, je le répète, ne sont plus simplement des actions de soutien, mais des actions d'aide à la conduite de la guerre. Ce qui nous amène à la dernière partie de cette intervention du CR 451, et je vais redonner la parole à Arnaud, c'est notamment les interprétations que l'on pourrait faire de la traduction de ces longues minutes de discussion entre ces 4 officiers allemands. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là ? Samedi, le gouvernement allemand a authentifié le contenu de l'enregistrement oral qui circulait. En revanche, aucune transcription et aucune traduction n'a eu d'authentification officielle. Donc nous nous fondons sur des documents qui, à ce stade, n'ont pas de reconnaissance officielle. Des éléments que nous avons pu lire sur ces retranscriptions, il ressort, de mon point de vue, plusieurs interrogations. La première interrogation concerne le ton employé par ces officiers généraux dans cette réunion préparatoire à une réunion d'information de leur ministre de tutelle, puisqu'il ressort de ce que j'ai pu lire un ton assez ironique, cependant, et moqueur. Cependant, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, à ce stade, nous ne pouvons pas être certains que les retranscriptions soient les plus proches de la réalité possible et qu'il ne s'agirait pas en soi d'une manipulation et d'une opération de déstabilisation dans le contenu même des transcriptions. Deuxième élément qui me porte à m'interroger fortement si cela était vrai, c'est qu'il est évoqué que pour gagner du temps dans le déploiement de ces missiles, une des hypothèses serait la mise en place d'une connexion entre l'Ukraine et un centre opérationnel allemand afin de pouvoir piloter les missiles une fois qu'ils auraient été largués des avions porteurs. Arnaud, je te coupe parce qu'il faut quand même préciser une chose, c'est que les fameuses interprétations qui circulent sur plusieurs sites internet, qui ne sont pas des sites forcément, officiels, mais qui sont des sites qui, pour des raisons diverses et variées, vont être considérés soit taxés de complotistes, soit taxés de
d'anti-occidentaux. Bon. Donc, je te propose que tu lises des passages. Ensuite, on va commenter ces passages. Et in fine, ce que j'attends, c'est les démentis. C'est-à-dire que si, sur les fameux sites en question, on raconte des bêtises, ou on manipule l'information, ou des Russes, de manière indirecte, en profitent pour faire de la désinformation, au moins là, on verra comment les autorités allemandes, voire d'autres autorités, apporteront leur point de vue pour démontrer justement qu'il s'agit là d'une manipulation honteuse et fortement critiquable. J'attire simplement l'attention sur un point, c'est que dans cette histoire, l'erreur commise par les Allemands est tellement énorme que ça serait une très grosse faille dans la démarche russe que de vouloir rajouter une couche de désinformation. L'erreur se suffit à elle-même. Mais passons justement aux fameux extraits de texte dont tu parlais pour montrer cette ironie des officiers allemands à l'égard de leur propre pouvoir politique. Parce que c'est quand même assez parlant, ce que tu vas nous lire. Donc, à propos de l'erreur de communication du gouvernement allemand que tu viens d'évoquer, il y en a une qui est majeure, c'est de ne pas dire que pour éclairer les décisions politiques, les politiques ont besoin que les militaires explorent toutes les hypothèses. Et que, ce faisant, en ne disant pas cela, ils ajoutent du crédit au fait que c'est quelque chose qui n'était pas prévu et qu'ils ont été pris de surprise. Alors, attends, quand tu dis toutes les hypothèses, parce qu'il faut, il faut qu'on soit très précis par rapport à cette chose-là, c'est-à-dire que des militaires allemands évoquent la préparation d'une opération et on est bien au stade de la préparation. Donc là, c'est les différentes hypothèses de préparation de l'opération. Et les différentes hypothèses d'autres opérations. C'est-à-dire que quel est le bilan coût-avantage de chacune des options pour que le pouvoir politique puisse prendre une décision éclairée. Oui, mais alors dans ce cas-là, quand tu nous parles d'ironie, t'as l'impression de nous laisser entendre que les officiers allemands se lâchent un peu, voire se relâchent par rapport à une sorte de retenue de principes professionnels qu'il serait convenu d'adopter dans une telle réunion de travail. Là, il y a visiblement un autre style. Alors c'est quoi ce style ? Bien, en fait, ils remettent en cause... Je vais citer le passage, oui, mais ils remettent en cause les compétences techniques du pouvoir politique. Donc le général Gerhardt, en parlant du ministre de la Défense Pistorius, qui est son ministre de tutelle, dit, je cite, « Nous lui avons montré une présentation d'essai où les missiles Taurus étaient installés sur un porteur près d'un tornado. » Mais il n'a aucune idée de ce à quoi cela ressemble une fois installé sur un tornado. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'une séance d'une demi-heure, alors ne préparez pas une présentation de 30 diapositives. Il faut faire un bref rapport, vous devez montrer à quoi le missile est capable, comment on peut l'utiliser. Il faut comprendre, si nous prenons une décision politique sur le transfert de missiles à titre d'aide à l'Ukraine, quelles sont les conséquences que cela peut avoir. Voilà. Donc en fait, ce faisant, le général... il prend le ministre de la Défense pour un neuneu, non ? Pour un débile. Enfin, on a l'impression... C'est ça qui est troublant, c'est-à-dire que il y a un général qui est en réunion de travail, qui se permet une certaine familiarité avec des subordonnés d'ailleurs. C'est pas 4 généraux issus de la même promo qui se tapent sur l'épaule, qui se connaissent par cœur. Non, là il y a quand même une manière de parler qui n'est pas dans les habitudes classiques, même si parfois les militaires se lâchent dans une réunion de travail, quel que soit le pays. Mais là, ça va quand même assez loin. Alors, faut rappeler quand même que le ministre de la Défense allemand, il est social-démocrate, que les officiers de l'armée allemande, ils ne partagent pas tous les mêmes idées que ce parti-là, que le gouvernement allemand est un gouvernement de coalition au sein duquel il y a
pas mal de contradictions entre d'un côté les conservateurs, de l'autre les Verts, de l'autre les sociodémocrates, et c'est quand même les sociodémocrates qui dirigent, qui ont la responsabilité. Absolument. Mais il y a des contradictions dans tout ça, et notamment ces contradictions, on peut peut-être les voir apparaître au sein de la Bundeswehr à travers des propos de ce genre qui pourraient être amenés à nous choquer. Alors, poursuit dans cette direction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'ironie ? Alors en fait, ça va même au-delà de l'ironie. Il y a une préparation d'un discours mensonger, en particulier sur les connexions sécurisées entre l'Ukraine et l'Allemagne. Alors attends, quand tu parles d'un discours mensonger, c'est mensonger par rapport à qui ? C'est-à-dire qu'il est envisagé dans cette réunion de mentir au gouvernement allemand. Ah, ça, attends, alors là, c'est soit le SVR ou le GRU avec des gros sabots en béton, chacun une paire de sabots aux pieds, qui nous sortent une des informations comme ils savent parfois le faire quand ils sont un peu emportés dans leur élan. Mais si c'est pas le cas, ce que tu viens de dire est excessivement grave. Ça veut dire que des militaires allemands préparent, à travers une réunion de travail, une manipulation possible du pouvoir politique allemand dans le dos du pouvoir politique allemand ? Parce que c'est bien ce que j'ai entendu. Et c'est bien ce que j'ai dit et qui ressort des documents. Je vais citer des passages. Alors, premier passage, c'est Monsieur Fensk qui explique en fait les difficultés matérielles de la mise en place de l'utilisation des missiles Taurus. Donc, je cite. Il a fallu environ 1 an pour former notre personnel. Il parle des membres de la Bundeswehr. Or, nous essayons maintenant de réduire cette période à 10 semaines. Et nous espérons avec cela qu'ils pourront conduire hors route dans une voiture construite pour une Formule 1. En fait, là, il se moque des Ukrainiens qui ne seraient pas capables d'utiliser le matériel. Une option possible est de fournir un soutien technique planifié. Théoriquement, cela pourrait être fait à partir de Büchel, à condition qu'une connexion... Büchel, c'est quoi ? C'est une base allemande. Oui. Qu'une connexion sécurisée avec l'Ukraine soit établie. Donc une connexion sécurisée entre la base allemande et l'Ukraine, le terrain d'opération. Si elle était disponible, il serait possible de planifier davantage. C'est-à-dire que pour raccourcir le temps de formation des personnels, ils envisagent comme hypothèse que le missile, une fois largué, soit téléguidé à partir d'une base allemande avec une connexion sécurisée avec l'Ukraine. Ça, c'est le périmètre. Réponse du général Gerhardt, qui est en fait le chef de l'armée de l'air allemande. Attendez une minute, je sais de quoi vous parlez. Les politiciens peuvent être préoccupés par une connexion directe sécurisée entre Büchel et l'Ukraine, qui pourrait être une participation directe au conflit ukrainien. Donc une connexion sécurisée entre une base militaire allemande et l'Ukraine pour aboutir à l'opération du lancement de missiles vers une cible russe, qu'elle soit en Crimée ou que ce soit le pont en question, par exemple. C'est exactement ça. Mais dans ce cas, donc je reprends la citation, mais dans ce cas, nous pouvons dire que l'échange d'informations aura lieu via MBDA, qui est une société d'armement, et nous enverrons 1 ou 2 de nos spécialistes à Schrobenhausen. Bien sûr, c'est une ruse, mais du point de vue de la politique, cela peut être vu autrement. Si l'échange d'informations se fait par l'intermédiaire du fabricant, cela n'a rien à voir avec nous. D'accord, donc nos braves militaires allemands sont en train de nous expliquer, ou plutôt de s'expliquer à eux-mêmes, que pour masquer l'opération de soutien opérationnel, on va passer par la dissimulation par le biais d'un groupe industriel européen bien connu, MBDA en l'occurrence, et en faisant croire que tout ça, finalement, n'est qu'un soutien technique dans le cadre de la livraison d'un missile avec, au milieu de cette livraison, des intermédiaires industriels. En fait, pour empêcher le pouvoir politique allemand de prendre conscience qu'une opération avec une connexion sécurisée pilotée d'Allemagne
sur des missiles qui iraient taper des cibles russes. Donc pour éviter que les pouvoirs politiques se disent « Attention, mais là on risque de devenir co-belligérants et donc on risque d'être entraîné dans une guerre ouverte avec la Russie », pour éviter que les politiques ne fassent cette analyse, ils envisagent de leur expliquer que cette connexion sécurisée n'a pas pour but de piloter les missiles, mais est un besoin technique de l'entreprise industrielle. Ok. Donc, si je me résume, dans ce que tu viens de dire et dans la lecture des extraits, il y a deux faits excessivement graves. Le premier, c'est la manière dont se comportent les officiers allemands par rapport au pouvoir politique allemand. Le deuxième, c'est l'éventuelle volonté de dissimulation au pouvoir politique allemand d'une opération, entre guillemets, souterraine, qui consiste pour l'armée allemande à aider l'armée ukrainienne à frapper des cibles russes. Autrement dit, nous sommes là sur une ligne de crête excessivement dangereuse et l'urgence absolue maintenant, c'est d'avoir sous les yeux le contenu de ces 38 minutes afin de vérifier si les transcriptions écrites qui circulent sur les réseaux sociaux sont conformes à ce contenu. Si on reste dans l'opacité, là, on peut vraiment s'interroger sur la réalité de tous ces faits. L'AFP et France Info ont déclaré avoir eu accès à l'enregistrement, à charge pour eux, pour lutter contre tous ces risques de manipulation, de publier une transcription qu'ils auraient fait eux-mêmes.